Plaisir de vous avoir en tout cas tous ici et de vous être déplacés. Je vais pouvoir vous présenter un projet qui me tient à cœur, qui s'appelle Kernel. C'est le nom d'une marque, mais c'est aussi le nom d'un matériau. Et c'est un projet de maroquinerie végétale. Donc moi je m'appelle Johan Forbrac, il y en a certains que je vois pour la première fois. Et aussi vous, que je suis content de revoir ici aujourd'hui, les étudiants de l'UT de Gap. Et cette marque de maroquinerie, elle a plusieurs buts. C'est un projet de cœur que j'ai développé avec d'autres personnes et dont le but est de proposer un produit et un matériau qui puisse remplacer le cuir. Donc derrière le remplacement du cuir, derrière le matériau cuir, derrière la notion d'environnement, d'écologie qui entoure cette volonté-là et tout cet univers-là, il y a bien sûr une démarche, et c'est cette démarche que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, pas que des produits et pas que la résultante qui en suit, c'est-à-dire le lancement d'une marque accompagnée de ces produits-là. Donc cette maroquinerie végétale, ce cuir à base de plantes, il n'est pas réalisé que par moi, il est réalisé par une équipe. Donc il y a Pierre Lanotte, qui est un Français aussi, expatrié en Chine depuis 12 ans, et qui est vraiment une superbe personne avec qui j'ai passé 5 ans à développer justement ces matériaux, ainsi que d'autres, mais surtout celui-ci que vous avez aujourd'hui. Et on a vécu vraiment pas mal d'aventures et de choses palpitantes autour de ce projet-là. Et il y a Mika qui est la patronne de l'usine avec laquelle on travaille, qui est une personne vraiment spéciale. Alors elle a une usine qui est spécialisée dans le luxe depuis plusieurs années maintenant. Elle exporte de la maroquinerie en cuir, faite à la main, de très bonne qualité vers le Japon, les États-Unis, l'Occident, Hong Kong, bref, tous ces pays-là. Et elle a la particularité d'organiser gratuitement des cercles, très souvent, pour relier les gens et les Asiatiques, parce qu'elle est en Chine, à leur identité, à leur culture, à un savoir-faire qui est artisanal, et organiser des workshops, des ateliers, très souvent pour ces gens-là. Elle a une notion de l'écologie, du besoin de l'écologie, qui est hyper poussée. Quand on a découvert Mika, c'était par erreur, en fait c'était ma voisine sur un voyage en Chine. Mika nous présentait son usine et tous les matériaux qu'elle utilisait, elle avait déjà des cols naturels, elle utilisait des matériaux avec le plus d'impact possible. Donc quelqu'un de très aligné sur nos valeurs. L'écologie, c'est un domaine quand même qui est un petit peu vaste, ça veut tout et rien dire, et aujourd'hui on est dans un sentiment d'urgence vis-à-vis de l'environnement. Une urgence qui est saisissante vis-à-vis de différents problèmes, qu'ils soient très récents comme les forêts d'Amazonie qui brûlent pour faire place au pâturage et aux élevages, les différentes catastrophes, les images de plus en plus frappantes que l'on voit de partout. Et c'est quelque chose auquel j'étais introduit dans mon métier de designer et dans mes études de design au début 2000, qui était un peu marginal. C'était hyper innovant de travailler dans l'environnement et tout ça. Alors il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient déjà, mais d'en parler et dans les études d'avoir cette approche-là, c'était rare de trouver des professionnels et des gens suffisamment aiguisés sur le sujet pour nous enseigner qu'est-ce que c'était de bien faire un produit, qu'est-ce qu'était un bon produit, qu'est-ce qu'était un produit qui était entouré d'un système de valeurs qui répondent à la fois à l'homme et à la planète. Donc c'est quelque chose d'un peu qui m'a obsédé assez rapidement. Et Pierre aussi est dans la même vision. Et il y a cette citation que j'aime beaucoup de Jane Goodall qui finalement représente bien Kernel. Vous ne pouvez pas passer une journée sans avoir un impact sur le monde qui vous entoure. Ce que vous faites fait la différence et vous devez décider de quel type de différence vous souhaitez faire. Alors c'est très simple, ça veut dire beaucoup de choses, mais finalement c'est un moteur qui a été pour moi durant toutes ces années assez fort dans mon activité de design et dans la réalisation de bons produits, c'est-à-dire des produits qui soient le plus proches possible, comme on disait, de valeurs éthiques, responsables, parce qu'on a
on a justement une responsabilité en tant que créateur vis-à-vis des autres et de l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et quand on parle d'environnement et de la mode, parce qu'on parle de sacs et de tendances, on parle d'une industrie qui y a derrière. Et cette industrie-là, elle a un impact qui est mesuré par des chiffres et des statistiques que je vais vous répéter, qui sont ce qu'elles sont. Hein. Les statistiques ne sont jamais les mêmes selon le pays qui les met à disposition ou selon le risque qui les met à disposition. Mais on retombe plus ou moins sur les mêmes chiffres. Donc, l'industrie de la mode, aujourd'hui, c'est à peu près 100 millions. Je dresse un petit bilan. Après, on va parler de comment on en est arrivé à nos sacs. Hein. C'est à peu près 100 millions de tonnes de déchets qui sont générés par l'industrie du textile, en l'occurrence, ou par l'industrie de l'élevage. Donc, c'est ce qu'il peut y avoir derrière. Là aussi, c'est des statistiques et c'est des chiffres. Le réchauffement climatique, qui est la résultante aussi de différentes industries, dont l'énergie, et juste après, l'élevage, et bien sûr, tout ce qu'il y a derrière l'élevage et la traite du cuir et le travail du cuir sur le plan industriel. Ça représente entre 8 et 55%. Entre 8 pour les plus optimistes, entre 55 pour les plus pessimistes. D'accord ? Tout ce qui représente l'élevage derrière. L'élevage, c'est un vrai problème derrière. L'élevage et le cuir, bien sûr. C'est un bovin, par exemple. Le cuir, ça représente 40 à 60% de la valeur de l'animal. Donc, on ne peut pas, comme on le dit bien souvent et comme on l'entend bien souvent, tuer une vache juste pour sa viande ou juste pour son cuir. Les deux vont ensemble, c'est une industrie qui va ensemble. Bien que en Inde et au Bangladesh, il y ait des animaux qui sont élevés juste pour leur peau. Ces animaux, il faut aussi les faire vivre, il faut les nourrir. On a tous vu aussi là-dessus des choses très intéressantes sur les réseaux sociaux. 1 kilo de viande bovine, c'est 15 000 litres d'eau. Vous imaginez, c'est en tout l'élevage, c'est 74% de la consommation de l'eau dans le monde, selon certaines estimations. C'est 60% des cultures aussi, pour nourrir ces animaux-là. Donc 60% des cultures dans le monde, si on n'en prend que 5%, on peut endiguer la faim dans le monde. 5% de la culture qu'on réserve aux animaux, on peut régler le problème de la faim dans le monde. Donc c'est la souffrance animale, bien sûr, 1 milliard de bêtes qui sont tuées par an pour le cuir aussi, la pollution des eaux durable aussi avec la fibre textile plastique, et c'est la destruction des habitats. On parlait de forêt amazonienne tout à l'heure. La forêt amazonienne, c'est 80% de déforestation pour l'élevage. C'est 2/3 des forêts dans le monde qui sont supprimées pour l'élevage. Donc tout ça, c'est un petit background en fait qui est un peu déprimant. C'est pas folichon, mais il est nécessaire aussi pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière une industrie et comment on peut apporter des solutions, comment on peut évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils d'aujourd'hui, même si on était dans une exubérance commerciale, de marché, de croissance pendant longtemps, comment on peut trouver des solutions à tout ça et identifier les problématiques. Donc, pour ramener un petit peu le sujet au sac, derrière un sac en cuir, et on peut évaluer un coût énergétique, carbone ou autre, pour savoir si c'est un bon matériau ou pas, à côté d'autres matériaux. Un sac en cuir, par exemple, ça représente d'abord, c'est un peu caricatural et forcé, mais ça représente 3 vies. Déjà, c'est sûr, la vie de l'animal qu'il a perdu. Lui, il l'a bien perdu. Ensuite, c'est la vie d'une grande partie des travailleurs du cuir, dont une majorité se situe au Bangladesh aujourd'hui, et qui a une espérance de vie qui n'excède pas les 50 ans. Donc ça, c'est 16 millions de personnes qui sont directement touchées par le travail du cuir ou aux alentours, et donc par la pollution résiduelle. Voilà. C'est pour la fabrication de ce sac 96 kg de carbone. D'accord, bon, des mails, ça coûte très cher en carbone aussi. Hein. J'ai éliminé 4000 mails la dernière fois. Ça faisait l'équivalent, je crois, de mon poids en carbone quasiment. Donc c'est pas que un sac en cuir, tout coûte du carbone. Hein. Et après, il y a des choses qui sont intéressantes quand on en vient à ce matériau cuir, qui a fait son temps, en fait, qui pendant des millénaires était un matériau noble et très bien, mais qui aujourd'hui, avec le nombre de personnes qu'on est, doit changer et doit évoluer. Pour 1 tonne de peau, on génère 850 kg de déchets.
Et un tiers de ces déchets-là, c'est des métaux lourds. Pour une grande partie, il y a très peu de cuir tanné au végétal aujourd'hui. La plupart sont tannés au chrome ou avec d'autres produits qui sont tout aussi nocifs. Donc là, c'est 300 kg de métaux lourds, de sel, de produits qui sont non recyclés et qui rendent des terres infertiles, des eaux polluées de manière presque permanente. Et ce qui est un peu aussi dommage dans le cuir, c'est que pour une tonne de peau, donc on tue un animal, on prend sa peau, donc une tonne de peau d'animaux, on n'en retire que 150 kg de cuir qui va être utilisé à la fin. Donc ça fait une vache sur 8 quand même qui a perdu la vie pour pas grand chose, quoi. Enfin, ça aurait pu être optimisé tout ça. Donc il y a bien des solutions à ça. Il y a des solutions à tout ça. Il y a des solutions qui sont d'ailleurs très performantes, comme les polymères, les plastiques. Donc on a le PVC, on a le PU qui sont de superbes alternatives au cuir, des simili-cuirs formidables en PVC et en PU, en PET aussi maintenant. C'est-à-dire qu'en plus, ces matériaux-là, bien qu'ils soient dérivés de la pétrochimie, ont quand même une incidence qui est largement inférieure à celle du cuir. Donc ils sont préférables. Ça, c'est la technologie qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Demain, heureusement, on aura, j'espère, autre chose, comme des matériaux que l'on peut utiliser avec Kernel ou d'autres personnes qui recyclent de la fibre d'ananas ou de la fibre végétale. Mais en tout cas, le plastique, aujourd'hui, il a un problème, c'est qu'il est aussi quand même nocif pour l'environnement dans son processus de fabrication, même s'il est de plus en plus régulé et traité. S'il y a du recyclage derrière les fumées et des eaux, mais il reste quand même très nocif dans son processus, et aussi au contact de la peau, bien souvent, et de l'homme. Il génère aussi énormément de déchets, par exemple. Il y a environ, vous me dites si je me trompe, mais il y a environ 60% de fibres polyester dans le monde du textile sur la planète. Donc 60% des textiles que nous portons, que nous générons, c'est du polyester, du PET. Et ces fibres-là, quand on est dans la machine à laver, par exemple, on libère des centaines de milliers de microfibres qui partent dans les eaux et qui polluent durablement les eaux et l'environnement. Donc on en trouve même dans la bière aujourd'hui, pour vous dire. Si vous buvez une petite bière ce soir, vous penserez, j'espère pas trop à ça, mais on en trouve même jusque dans les brasseries et la bière. Donc on le sait, on les voit les images. Hein. Donc le plastique a fait son temps. On espère bien sûr qu'on va partir plus sur des fibres végétales qui existent déjà depuis longtemps, comme le coton. Bon, le coton, il est quand même compliqué parce que c'est extrêmement gourmand en eau. Hein. Pour l'équivalent de ce sac, on peut aller jusqu'à dépenser sur toute la vie de la plante, du traitement, du lavage, etc., plus de 10 000 litres d'eau sur ce sac-là. Et ça représente aussi énormément d'insecticides. L'industrie du coton, c'est 20,4% de la totalité des insecticides dans le monde. Donc c'est quand même une culture en particulier qui représente beaucoup. Donc il y a le coton organique, bien sûr. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir la traçabilité nécessaire. Et il y a très peu aussi de fabricants de coton organique. Ensuite, il y a le chanvre et le lin. On parlait du chanvre et du lin avec monsieur tout à l'heure. Le chanvre et le lin sont des fibres excellentes, très performantes. Il faudrait en fait qu'on s'habille tous en chanvre et en lin, il faudrait qu'on ait du chanvre et du lin partout, on en met beaucoup dans le bâtiment aujourd'hui, dans l'automobile. Le chanvre et le lin sont extrêmement performants, mais par contre, il y a une barrière à l'adoption aujourd'hui, qui est juste que moi j'ai pas trop envie de porter du chanvre tout le temps, j'ai pas trop envie d'aller au boulot tout le temps. En tant que consommateur, je ne suis pas prêt dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que beaucoup d'autres, à ne porter que du chanvre et du lin ou de la fibre qui est purement végétale. Parce que ce matériau cuir, ce simili-cuir en PVC, il a un côté sensoriel, un côté émotionnel auquel on est attaché de manière culturelle, traditionnelle, et qu'on n'est pas prêt à laisser tomber de sitôt. Peut-être que ça arrivera, mais en tout cas pas tout de suite. Donc, on a dressé un petit peu un constat rapide, façonné un peu à la va-vite de ce que ça représente, l'élevage, le cuir qu'il y a derrière, l'industrie du cuir, auquel on essaie de proposer une solution, et l'industrie textile et de la mode en tout. Donc c'est vrai quand on entend parler
de toutes ces choses-là, on a un petit peu envie de prendre toutes ces affaires et les jeter. On a le mot, je vous ai dit plusieurs fois, le mot responsable, il est horrible à entendre. On a toujours l'impression d'être un enfant quand on utilise le mot responsable. On ne sait pas comment être responsable, on ne sait pas comment mieux consommer. On a bien des réflexes, on aurait envie de le faire, mais il faudrait sacrifier tellement de choses. Est-ce qu'on est prêt demain à tout laisser tomber, à ne pas consommer d'énergie est-ce qu'on est prêt à faire tout ça? C'est pas dit. Et c'est pour ça que il faut pas, dans ce cas-là, il ne faut pas forcément baisser les bras, il faut surtout trouver des solutions. Et nous, la solution, ça a été de dresser un cahier des charges et de se dire, on va faire quelque chose qui va éventuellement changer la donne. On va rechercher des matériaux, des technologies, une façon de faire qui va pouvoir être force de proposition pour la vision qu'on a pour le futur de la mode, de l'écologie et de la maroquinerie dans ce cas-là. Donc notre cahier des charges, on voulait quelque chose qui soit valorisant. Donc favoriser l'adoption, comme on disait. De résistant comme le cuir. Il faut forcément que si on veut remplacer le cuir, il faut avoir au moins les mêmes caractéristiques. Il faut qu'il puisse durer dans le temps. Il faut qu'il puisse résister au déchirement. Il faut qu'il puisse passer au moins un coup sous la pluie et résister, pas être passé au lavage éventuellement. Il faut qu'il soit économique. Et ça, c'est très important. Économique. Parce qu'il y a tout un tas d'innovations aujourd'hui de remplacement au cuir, de la fibre issue de la fibre végétale ou du recyclage, qui sont de bonnes solutions, mais qui ne sont pas économiques, qui ne sont pas industrialisables ou qui coûtent bien trop cher. Donc il y a une barrière à l'entrée, il y a une sorte d'élitisme vert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vend un truc qui est écolo, boum, on met un gros chèque sur la table, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais ça, du coup, ça ne favorise pas l'adoption. Et on a besoin, dans le cadre actuel, sur Terre, sur notre planète, d'avoir une adoption beaucoup plus large de produits qui favorisent justement un bon geste pour l'environnement. On a aussi, dans notre cahier des charges, l'envie et le besoin d'essayer d'avoir un produit qui ait un impact carbone qui soit le plus petit possible. Et pourquoi pas positif? Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus compliqué. La vie d'un produit, on ne la maîtrise pas, malheureusement. D'avoir de la fibre naturelle, le plus possible de fibre naturelle. Fibre naturelle, c'est-à-dire des cultures, la culture de chanvre, la culture de lin, la culture d'un arbre, qui va permettre sur des années d'absorber du carbone, de diminuer l'impact qu'un objet aura par la suite, par sa fabrication, le transport de la matière, etc. On voulait aussi, dans le cahier des charges, être radin en énergie, trouver le maximum de technologies connexes à ce matériau-là qu'on aimerait mettre en place et trouver, et qui permettent de sauvegarder un petit peu d'eau, de les recycler en tout cas, que les processus soient maîtrisés, soient transparents, voilà, d'avoir tout ça derrière. Donc on se sent un petit peu comme Tom Hanks sur son île avec Wilson, quand on cherche un matériau ultime comme ça, et on se dit je vais le chercher, je vais le trouver, et puis il va être là, et je vais faire mes sacs avec, et on va gagner, et on va remplacer le cuir. En fait, c'était super compliqué et super long. Il nous a fallu vraiment plusieurs mois où on a demandé auprès d'organismes, on a cherché de nous-mêmes à se rapprocher de personnes qui connaissaient l'industrie textile, qui avaient un pied dans les nouvelles technologies, qui avaient aussi un pied dans le monde de l'écologie et de la mode, et qui auraient pu nous donner un maximum d'informations sur les nouveaux matériaux, les anciens, les très anciens, et ce qu'on pouvait faire avec. Donc on a dressé un petit tableau Excel pendant des mois. On avait 86 entrées, 86 matériaux qui peuvent remplacer le cuir. On a eu des choses formidables. On a eu du cuir en champignons. Donc c'est du mycélium de champignons qu'on fait grandir, en fait, qu'on fait croître dans des bassines, et puis on en récupère une peau de champignon. C'est super, c'est vraiment magique. On a eu ça en 2017, on était parmi les premiers à avoir touché ça, on était super contents. On avait du Pinatex. Pinatex, c'est une entreprise de Londres qui fait du cuir à base de fibres d'ananas et un polymère de maïs. On a eu du cuir à base de roche. C'est de la roche qui est coupée si fine et ensuite contre-collée pas comme du marbre par exemple, et contre-collée sur du liège ou une âme textile, et qui lui donne à la fois la résistance et la souplesse tridimensionnellement. Un sac en pierre, en caillou, c'est quand même sympa. Donc on a dressé un petit peu tout ça, on a mis des notes, on a fait machin, et on a trouvé... Pardon ?
Et il y a un matériau en particulier qui a attiré notre attention parce qu'il répondait à tout un tas de cases. On a mis des petites notes à la fin et il avait une des meilleures notes. Et pour une très bonne raison. C'est que ce matériau-là, en fait, c'est un mix de papier, de cellulose avec du caoutchouc. Et le caoutchouc vient donner la résistance, vient donner tout un tas de caractéristiques à la cellulose qui sont supérieures, de résistance mécanique, etc., qui vont s'approcher de celles du cuir. Donc on avait déjà de bonnes bases sur le plan de la mathématique du matériau déjà. Ensuite, à sa base, c'est de la cellulose qui vient de Suède. Donc cet exploitant-là en particulier, il exploite en Suède, et pour un arbre depuis 70 ans qui est planté en Suède, d'accord, qui est prélevé, pardon, on en plante 3. Donc il y a quelque chose de super bénéfique qui se met en place. Ils ont une forêt positive depuis 70 ans quand même, les Suédois. Alors en France, on n'est pas des mauvais élèves là-dessus quand même dans le monde. Et on peut applaudir notre pays pour ça. C'est qu'on est très très bien situé au niveau de nos forêts. On a des seuls pays au monde avec une forêt positive. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 6%, mais je crois dire une bêtise. Ne me retenez pas là-dessus. Mais en tout cas, je sais que les forêts françaises sont en très bonne santé et en croissance. Donc pour nous, c'était un super avantage. C'est-à-dire qu'à la base, on crée la vie plus que ce qu'on la prend. Donc c'est déjà un sacré truc, quoi. Le seul problème, c'est que c'est super moche. Ce matériau, il répond à plein de critères, mais il est très moche. Alors ça, c'était un de nos premiers prototypes qui clairement n'était pas le résultat qu'on attendait de la chose. Donc il a fallu ensuite se poser la question de ce qu'on allait faire pour pouvoir rendre ce matériau qui nous excitait particulièrement beau. Ce matériau-là, en fait, vous le connaissez tous. C'est pas vraiment du craft, hein, c'est pas du papier, c'est différent, mais vous le connaissez tous quand même. Vous l'avez sur le label de vos jeans derrière. Est-ce que j'en ai un? Non, j'en ai pas. Mais vous regarderez vers vos jeans, il y a un petit carré derrière, où on ne sait pas trop ce que c'est comme matériau. Et ça vit, à travers les lavages, ça vit, ça passe le temps, et ça résiste, ça reste là. Ça reste là. Et donc on s'est dit, on va peut-être pas passer 30 ans à laver nos sacs pour qu'ils aient cet aspect de cuir qu'on a au lavage, mais par contre c'est intéressant ce côté de laver cet aspect craft et d'avoir quelque chose qui ressemble à du cuir au bout d'un moment, qui est un peu plissé, qui a un peu cet aspect-là. Donc on a recherché tout un tas de moyens pour lui donner cet aspect-là. On a travaillé avec de l'industrie de la plasturgie qui nous a mis une couche de PU sur notre matériau, du coup après c'est calandré, donc on avait un truc qui ressemblait à du cuir, on était là, ouais super, on a un truc qui ressemble à du cuir. Par contre on se gratte un peu la tête derrière, on dit bon, il y a quand même du plastique, même si c'est plus performant qu'une couche entière de polyuréthane, il y en a quand même un petit peu dessus, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Après on avait de la graisse animale, des traitements chimiques, bref on n'arrivait pas tout de suite, tout à fait à trouver ce qui nous plaisait, ce qu'il nous fallait. Mais par contre, on a un spectre incroyable d'essais, quoi, hein. On a vraiment joué pendant quasiment 2 ans à faire le plus possible de trucs différents avec ce matériau à la base, tout en ayant dans l'idée de reproduire le cuir. Jusqu'à ce qu'on se dise qu'en fait, il fallait si on voulait avoir un matériau qui remplace le cuir, il fallait le traiter comme du cuir. Donc on s'est rapproché de tanneurs. On avait un matériau où on connaissait déjà bien des processus pour le transformer, pour l'assouplir, pour que dimensionnellement il soit plus proche du cuir que du craft en tout cas, mais il manquait cette touche esthétique, cette dernière petite étape nécessaire en fait au produit. Et cette étape-là, en fait, c'était simplement de le tanner comme du cuir. Donc on a tanné ce matériau-là en modifiant un petit peu le processus, d'accord ? On l'a tanné à l'eau, hein, donc c'est tanné à l'eau, c'est tanné mécaniquement pendant plusieurs heures. Voilà. Il y a un certain processus qui existe, c'est des tambours où dedans on a rajouté des balles d'une forme spécifique qui nous permet d'avoir un toucher qui lui aussi est spécifique, une esthétique qui est elle aussi spécifique. Et ensuite on vient le teinter comme du cuir. Donc c'est des teintures naturelles que l'on utilise, végétales, comme on le fait déjà dans le cuir depuis longtemps au Maroc par exemple, à Fès, où on teint en végétal depuis la nuit des temps ou presque. Et on récupère ces technologies ancestrales pour venir colorer nos matériaux. Donc en termes de couleurs, on a 4 couleurs aujourd'hui. On a un noir et un bleu, et on a un rouge coquelicot,
et un camel. Camel, ça veut dire chameau. Je ne sais jamais si on doit dire chameau ou camel. Anne, qu'est-ce qu'on dit camel? Camel, ok. Et un camel, merci. Et donc ces 4 couleurs-là, on en a fait une collection d'objets. Une collection d'objets que vous avez ici en partie, d'autres qu'on a choisi de ne pas faire, et d'autres que l'on va forcément commercialiser. On a réussi à avoir le cuir qu'on voulait, la résistance qu'on voulait, les usines qu'on voulait, le savoir-faire qu'on voulait pour pouvoir avoir un objet qui ait le même système de valeur en termes de résistance, d'émotionnel, d'ergonomie et aussi de sensoriel par rapport au cuir. En fait, pour tout vous dire, il sent même le cuir, ce matériau. On a découvert que c'est le processus de tannage qui fait l'odeur. Ce n'est pas forcément l'organique de la peau animale. C'était une sacrée découverte parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc on a une série d'objets qu'on va commercialiser autour de cette marque pour faire connaître notre technologie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore lancé, c'est lancé ce soir pour tout vous dire. On a ce mini porte-monnaie qui est masculin, mais j'ai aussi beaucoup de copines qui m'en ont parlé et qui permet d'avoir un porte-carte, donc on va mettre 2 à 3 cartes à l'intérieur. Il y a 2 poches à l'intérieur pour mettre des billets, des papiers, des choses un peu cachées. Il y a un petit zipper pour ranger une clé et ne pas la perdre. Bref, ce genre de choses. C'est vraiment minimaliste, mais ça correspond bien à l'usage qu'on peut avoir aujourd'hui d'un porte-monnaie, quoi. Moi, je sais que je glisse toujours ma carte dans une poche ou derrière mon portable, parce que j'ai pas envie d'avoir un gros porte-monnaie dans les poches. Et donc ça, c'est un objet qu'on va vendre pour commencer à 29 € au lieu de 40. On me demande toujours le prix, donc je l'ai mis. Chaque fois, on me dit, mais Joanne, tu parles jamais de prix, on ne sait jamais où sont tes prix. Donc là, je les ai mis, les prix, voilà. On y est. Ensuite, on a ce porte-monnaie qui est là. Il y en a quelques-uns qui ont circulé. Je pense que tout le monde a dû pouvoir les toucher déjà. Et ces porte-monnaies-là, on l'a appelé Lily. Et un truc assez magique, c'est que, alors ça fait plusieurs années qu'on a ce genre de matériaux avec nous, hein, sur le petit porte-monnaie, et sur celui-là, ça fait quelques mois que je l'utilise, en le planquant un petit peu parce que le zip est doré, je n'étais pas trop bien dans la rue, mais c'était quand même pour le test. Et en fait, il se patine avec le temps, et ça c'est quelque chose de super intéressant. C'est que comme un cuir, à l'usage, il va se modifier, il va s'altérer, il va porter le poids justement du temps et des expériences. Et c'est un aspect qui nous plaît énormément. Et on en a un troisième qu'on a appelé Espérance. C'est que des noms de fleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on essaie de faire le truc vraiment à fond. Et Espérance, c'est un crossbody qui est là. Et qui est un objet que beaucoup de femmes connaissent parce qu'il est très pratique, très compact. Et qui vient avec sa bandoulière, et il permet de pouvoir ranger tout un tas de trucs. Donc il y a les porte-cartes dedans, il y a un zipper, on peut mettre le porte-monnaie dedans, on peut mettre des cosmétiques. Bref, c'est un sac qui est plutôt classique et connu, avec un design qui est quand même très classique, et on l'a voulu classique aussi pour qu'il soit justement adopté par le plus de monde possible ou qui plaise. Et donc, avec ce crossbody et ces 3 objets-là, c'est les 3 qu'on va lancer donc, sur notre plateforme. C'est les 3 objets qu'on commercialise dans un premier temps pour lancer la marque Kernel. Alors, juste pour vous dire rapidement ce qu'il y a dedans dans Kernel, parce que ce n'est pas que le matériau, c'est comment on le fait aussi. Quel est le processus derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc Kernel, c'est ce matériau qui, à la base, on achète à un partenaire, donc il ressemble à ce carton, à ce craft, et qu'on transforme ensuite. C'est la celluleuse qui est certifiée FSC. Donc FSC, pour ceux qui connaissent les forêts, c'est un super label. Donc c'est des forêts suédoises, comme je vous disais, qui sont exploitées en éco-conscience avec beaucoup de respect et de savoir-faire. Donc ça, c'était très important pour nous, et surtout que ce soit du reboisement positif. Ensuite, on a une partie de caoutchouc qui est certifiée OKEOTEX 100. La certification OKEOTEX 100, elle est destinée au textile et ça mesure l'indice de nocivité ou la neutralité de l'objet. Donc OKEOTEX 100, c'est le top, quoi. On est vraiment au top là-dessus. Au niveau de la doublure, on a du coton organique
et pas de plastique. Souvent, les renforts ou à l'intérieur, on a de la fibre plastique ou un espèce de cartonnage en PVC pour rendre la chose rigide. Donc là, on n'utilise pas ça, on utilise du carton technique, FSC Okeotex 100 aussi, qui est en fait notre matériau à la base, mais sous sa première version, la version carton. On a du fil de chanvre texturé, donc pour la couture. Les zippers, c'est signé YKK, donc c'est une marque japonaise super connue, qu'on connaît tous, hein, c'est vraiment, niveau de qualité, c'est génial. Et ils ont une régulation, enfin ils ont une façon de faire qui est extrêmement responsable au niveau du traitement des eaux, de leur chimie et tout ça. Donc ils sont labellisés aussi et référencés par Okeotex 100. La colle est à base d'eau, sans solvant, même label encore, là aussi. Et on vient passer une couche de cirage, on va dire, pour nourrir ce cuir-là, comme on nourrit un cuir normal, qui est à base de lin et 100% naturel. Donc on a d'autres essais, bien sûr. On voulait commercialiser ça en premier temps, qui sont des sacs un peu plus ambitieux. Tu les as déjà vus quand que je vous fais passer. Après, on peut en parler, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et donc ces sacs-là, donc ce tote bag et ce sac à main, c'était des objets qui nous tenaient vraiment à cœur parce qu'on, jusqu'à la fin, très récemment, on ne savait pas si on était capable de réaliser avec nos matériaux ce type de bagagerie. Donc on était très content d'arriver à ce résultat-là, seulement tout un tas de testeuses nous ont dit il est beaucoup trop lourd, il faut le changer. Donc on a changé de plan, on ne va pas le commercialiser et on va l'améliorer notamment sur le poids. Après il y a aussi le matériau qui est une version supérieure de celui-ci et donc voilà. Donc il y a celui-ci qu'on avait appelé Espérance en premier, donc on a changé avec l'autre, et ce sac à main. On sait faire plein de trucs avec ce matériau-là. On a fait plein de tests. Sylvain, tu vas rire parce que tu n'as pas encore vu qu'on avait fait des sneakers avec. Donc on a fait des paires de pompes, comme on dit, avec du cuir végétal. La semelle, c'est du plastique qui est recyclé, qu'on capte en fait des océans, qu'on recycle et on en fait des semelles. En fait, on était un petit peu foufou avec ce truc-là, on a testé plein de trucs, on peut faire plein de trucs. On voulait tester la résistance du truc, on voulait vraiment voir s'il tenait la route, ce cuir à base de plantes. Donc je crois que c'est mon associé Pierre qui marche avec la paire de chaussures, moi j'ai hâte d'en avoir une aussi. Dans un premier temps, bien sûr, notre objectif c'est de commencer petit et de voir déjà si ça intéresse, s'il y a des adhérents, s'il y a des gens qui sont... qui peuvent nous accompagner, qui veulent nous accompagner à travers notre vision, qui est une vision de créer des produits, de créer une différence, d'être responsable dans sa façon d'être et de faire, et d'être acteur du changement. Ma responsabilité de designer, c'est de faire des produits qui permettent à d'autres personnes de mieux consommer, par exemple, sans trop se poser de questions, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait à fond. C'est de pouvoir changer l'industrie. Pour nous, c'est changer l'industrie du cuir, aller là où elle est, et puis de créer une transition. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait avec Mika, mais en fait, on a plusieurs autres usines qui, elles aussi, travaillent dans le cuir et qui ont une connaissance d'artisan et d'excellence qui est certaine, et qui ne voulaient pas entendre parler de notre matériau au début. Les résistances qu'on avait, elles étaient dingues. Personne ne voulait travailler avec nous. Et puis petit à petit, en travaillant avec le matériau, ils se sont dit, ah mais attends, il y a peut-être un peu d'argent à se faire là quand même, c'est bien ce truc-là. On va faire des tests. Et eux-mêmes étaient surpris. Donc, la troisième chose aussi, c'est de pouvoir inspirer et aider. Et ça, c'est vraiment au cœur, je pense, de notre volonté autour de cette marque. Vous posiez la question la dernière fois quand je vous présentais à l'IUT le projet, pourquoi vous n'avez pas posé de brevet? Mais parce que le but, en fait, c'est de partager, c'est de faire la diff. Si une grande marque veut utiliser notre matériau, on leur donne, il n'y a aucun problème. Même le processus, s'il faut. Le but, c'est pas on va se développer avec tout le monde, mais c'est que tout le monde se développe et maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de brevet qui soit déposé et qu'on est complètement ouvert justement à dire comment on arrive à avoir ce type de résultat. Et c'est de travailler avec des créateurs enthousiastes. Des copains de chez Hermès, Céline, Burberry, qui veulent déjà dessiner les prochaines collections. Alors on a vraiment hâte que la marque soit partie pour qu'ils aient tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire nous, notre temps et notre disponibilité, notre savoir-faire, pour les aider à faire cela.
Si on a ce genre de profil qui demain nous rejoignent et créent une collection pour Kernel, ce serait magnifique. Parce que notre vision d'adoption, elle serait idéale. Et bien sûr, de continuer à investir quelque chose dans lequel on croit beaucoup, c'est nos forêts. C'est-à-dire qu'on l'entend encore, on l'a entendu encore il y a 2 jours, Greta Thunberg, c'est bien ça? Ouais. J'ai toujours peur d'écorcher son prénom. Qui relayait une info qu'on connaît tous. C'est si on veut enrayer le dérèglement climatique, on plante des arbres. Donc, elle proposait aux gens et au gouvernement de planter des arbres. Voilà. Donc, si l'industrie à la base permet de planter des arbres à la source, et qu'ensuite, derrière, à la vente, on permette aussi à la clientèle de porter 1 ou 2 arbres, eh ben c'est mieux. Et c'est pour ça qu'à chaque achat, il y aura 1 ou 2 arbres, ça dépend de la localité, si c'est en France ou en Amazonie, qui sera rémunéré en fait et planté suite à l'achat de cet objet-là. Donc Kernel, c'est une marque qui est quasiment prête. Donc je vous ai dressé un petit topo sur tout ce qui se passait derrière, ce qu'on avait fait, pourquoi on l'avait fait, où on aimerait aller. On a dépensé des ressources quand même assez conséquentes pour faire tous ces petits tests. Aujourd'hui, on a même suffisamment de matériaux pour commencer une petite production en noir, en bleu. Il nous manque un peu d'argent pour produire en chameau et en coquelicot, en camel et en coquelicot. Excuse-moi, Anne. En camel et en coquelicot, on a testé les usines, on a fait des pré-productions. On est rodé là-dessus, hein. Sur la production, Pierre et moi, ainsi que Mika, on est vraiment rodé. Tout cet aspect-là, on le gère plutôt bien. Ce qui nous manque, bien sûr, c'est le mot qui va être passé aux copains, à la famille, autour de vous. Et c'est pour ça que je vous ai aussi invité ce soir. C'est pour vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous aussi vous retrouvez là-dedans, en parler autour de vous, parler de la marque, de Kernel. Et c'est comme ça qu'éventuellement on aura un achat ou 2 qui nous permettront de pouvoir acheter le reste de notre matière et vraiment produire. Donc on a fait autour de ça quelque chose qui permette de faire un mini crowdfunding à nous. C'est-à-dire qu'on a une partie de nos familles, de nos proches qui se sont déjà engagés à nous acheter certaines pièces. Donc on a besoin seulement de quelques milliers d'euros pour pouvoir lancer la production de manière durable avec une livraison à Noël. Donc le but c'est ça, c'est d'atteindre un certain nombre de ventes qui est établi aujourd'hui à 50. C'était à 100 avant, mais on a pré-produit entre-temps, donc on est bon. Aujourd'hui, c'est 50 ventes qu'il nous faut sur notre site kernel.fr pour pouvoir produire cette matière-là et donc la livrer à Noël. Donc on est à la moitié de notre objectif déjà. Donc le site c'est kernel.fr. Je ne vous ai pas parlé de l'origine du nom de la marque Kernel. Kernel c'est le kern avec un K à la place du C. C'est qu'on a une volonté de faire de cette marque quelque chose qui soit, une marque en tout cas, avec un dynamisme qui soit centré sur l'autre et sur l'autre en général. L'autre, c'est pas que les humains, mais c'est aussi la planète, les pays, des entités en elles. Donc, bien que ça paraisse un peu utopiste, derrière le nom, il y a quand même l'idée de l'altruisme, de chacun poser sa pierre et de montrer le chemin ensemble. Je vous ai parlé d'une technologie aujourd'hui qui n'est pas présente de partout. Il n'y a pas énormément d'acteurs dans le monde qui proposent ce type de choses. Il y a des gens qui ont des choses formidables. Je vous ai cité Pinatex, il y a le cuir de champignon, il y a un Italien qui fait quelque chose de très proche de Kernel. En dehors de ça, c'est quand même très compliqué de chercher des marques qui peuvent proposer ce type de produits et d'alternatives. Et pourtant, elles sont nécessaires. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Kernel. C'est qu'en passant, bien sûr, en passant le mot et en étant dans ce dynamisme environnemental et de consommation, sans non plus se sacrifier, sans faire de compromis sur soi, on peut avoir quelque chose de super intéressant qui se passe derrière. Parce que ces valeurs-là, on les a toutes. Et kernel, ça veut dire aussi, avec une intégrale différente, noyau en anglais. Donc c'est le noyau qu'on plante pour avoir quelque chose qui pousse. Voilà, voilà. Donc j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. J'ai essayé d'être le plus court possible, parce que moi je peux parler énormément.
Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et c'était très agréable de vous avoir tous ici. Merci.